Comment ça va la gaieté lyrique? On la refait, un grand oui s'il vous plaît. Comment ça va la gaieté lyrique? Super. Voilà. Bon, je suis déjà très content de partager la scène avec toi, Baptiste, aujourd'hui. Pareil. Donc je voulais te remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont ici présentes et qui vont prendre le temps de nous écouter. Je voulais remercier aussi toute l'organisation, PrestaShop, les sponsors. On a fait déjà avec vous le Business Camp il y a quelques semaines maintenant. Et on remonte sur scène avec vous encore pour vous partager pas mal de choses intéressantes. Donc je tenais à vous remercier d'être présent, pour le Business Camp aussi, pour les personnes qui étaient là. Et let's go! Let's go. Alors, petite présentation, honneur aux plus jeunes. Non, je rigole. C'est lui le plus jeune, on dirait pas. Mais... Baptiste Aguirre, formateur SEO, rédacteur augmenté. Plus que simple rédacteur, en réalité, aujourd'hui, je suis chargé de tout ce qui est lié au contenu, la stratégie, etc. etc. Super, moi je suis Abdelil Halim, donc je suis responsable acquisition digital worldwide, pas que l'Europe, d'Orchestra, marque pour enfants. Qui a des enfants dans la salle? Qui connaît Ok. Orchestra? Ah ouais, on a une belle team de boomers là. Je suis aussi directeur de l'innovation digitale chez nous. Nos sujets avec Baptiste, c'est l'IA et l'acquisition. On vend des bodies à 4 euros. Donc vous doutez bien que l'acquisition, c'est pas facile chez nous. Je pense qu'on a tous des problèmes d'acquisition en ce moment. Et aujourd'hui, on va parler IA et on va parler aussi de pas mal d'autres sujets, et notamment comment on intègre les différentes problématiques e-commerce à notre activité. Sommaire? Notre sommaire, vous allez voir que dans un premier temps, on va faire une petite introduction au LLM. Vous allez voir qu'on utilise très peu le mot IA en réalité. Je suis un peu fâché avec le terme, dans la mesure où l'intelligence, c'est vous qui l'avez. L'artifice, il est dans la boîte. Donc, Large Language Model, LLM. Ensuite, on parlera de leur fonctionnement. On verra aussi la combinaison no-code et LLM, ce qu'on peut en faire. Réécriture de fiches produits, des cas concrets, création de comparateurs de produits, cas concrets et démonstration. Avec ensuite génération de newsletters, vous allez voir, ça c'est très 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 pratique. Traduction avec l'IA, il n'y a pas que DeepL dans la vie, il y a bien mieux. Optimisation des campagnes Google Ads, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ce que vous faites. Analyse de la conversion, vous allez voir, Abdel vous fera le détail. L'optimisation du maillage interne, SEO, ça c'est une problématique qui est plutôt pénible en e-commerce et on va vous montrer des solutions. Et des exemples de la gestion des avis clients qui, pour vous, e-commerçants, sont vraiment essentiels. Donc, comme il a dit Baptiste, il y a des cas concrets là, clairement, qu'on va vous montrer. Avec Baptiste, moi je travaille au quotidien sur des problématiques qu'on a chez Orchestra. L'idée, c'est aussi de vous montrer finalement et d'ouvrir un peu les chakras sur l'utilisation au quotidien de l'IA. On va pas vous refaire que des cours théoriques parce qu'on déteste ça et je suis le premier à vouloir vous montrer des cas concrets. J'ai la chance à mon niveau de pouvoir vous montrer des choses et c'est aujourd'hui aussi un gros retour d'expérience. Donc j'espère que vous serez contents. Allez, on commence. On est parti. Donc, l'IA, les LLM. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quel niveau est-ce qu'ils ont? Là, deux petits tableaux qui sont censés vous parler. En réalité, on est sur deux types d'activités différentes, création graphique, analyse de données. Et en fait, face à GPT-4, stagiaire, junior, senior, on a des notes. Et en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce tableau? Si on se focus sur la première colonne, on voit que la note d'un senior est toujours supérieure à celle de GPT. D'accord? En dessous, en revanche, junior, vous voyez 3 là-haut, 4 là, GPT-4, GPT-4. Il n'y a que sur un facteur où réellement on a une grosse différence, c'est sur le temps. Là où GPT-4 met tout le monde à l'amende. Mais concrètement, ça veut dire quoi ce qu'on a sous les yeux? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un LLM, en réalité, il faut le considérer comme un junior. Dans votre métier, toutes les tâches qui sont inhérentes à un senior ne peuvent pas et ne doivent pas être confiées à un outil. Aujourd'hui, les capacités des outils qu'on a dans les mains sont équivalentes à un junior. Donc dès lors qu'une tâche va pouvoir être réalisée par un junior et considérée sans grande valeur ajoutée,
on va pouvoir se poser la question d'introduire un LLM dans le workflow. Voilà comment est-ce qu'il faut considérer les choses en réalité. On ne va pas adopter ces outils pour les adopter. D'accord ? Il faut le faire de façon intelligente et héroïste. Vous êtes e-commerçant, vous êtes héroïste. Il y a un sujet intéressant là, c'est que clairement quand vous êtes décideur, vous avez à un moment donné la question qui se pose de comment on fait en sorte de déléguer telle ou telle tâche ou de décider de l'automatiser une tâche. La notion d'échelle est importante parce qu'elle va vous permettre d'avoir une grille de lecture associée finalement aux différentes tâches que la plupart de vos équipes font. Et la question se pose tout le temps de est-ce que la tâche est chronophage, est-ce qu'elle est héroïste ? Sinon, si elle est chronophage et pas héroïste, à un moment donné, il faut se poser la question de l'automatiser, notamment avec des LLM. D'accord ? On verra par la suite qu'il y a plusieurs choses qui en découlent. Mais le plus important, c'est la tâche, un peu avec une notion de priorisation via typiquement une matrice d'Eisenhower, c'est de se dire comment on va déléguer une tâche qui est chronophage et ensuite pas du tout héroïste, et ensuite comment on fait aussi la conduite du changement pour assurer que nos équipes elles fassent quelque chose d'intéressant et que chaque action qu'elles vont mener ensuite, déjà les stimule et deux les amène vers de nouvelles fonctions potentiellement ou vers de nouvelles tâches en tout cas qui sont plus héroïstes pour la boîte. Introduction. Donc, les LLM, qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce que ça sert ? Aujourd'hui, principalement, les LLM, on s'en sert pour de la traduction, de l'écriture. On connaît leur capacité à produire du contenu, bon, mauvais, plus ou moins mauvais, selon. L'extraction de données, le traitement de données, la rapidité, c'est ça qui nous intéresse en réalité, c'est cette rapidité qu'ont ces outils à traiter de la donnée. En réalité, travailler avec des LLM, c'est travailler avec et sur de la data. Traduction automatique, évidemment. Et ensuite, il y a une case qui est intéressante, là, c'est anticipation des tendances et des comportements. Ça, justement, ça découle de quoi ? De l'analyse de data. Donc, en réalité, aujourd'hui, à quoi servent les LLM ? Ils servent à mettre votre data en valeur, en forme. D'accord ? Et c'est exactement comme ça qu'il faut considérer les LLM. Ce n'est pas juste des outils qui pissent du texte. D'accord ? On est vraiment sur des outils qui vous permettent de mieux étudier et mieux comprendre votre data. Donc là, on a les différents cas d'usage classiques, le chatbot notamment qui est conversationnel, qui est un peu le truc assez trendy, notamment chez la plupart des SaaS qui font notamment du service client. Là, l'idée, c'est aussi un peu de vous ouvrir les chakras. La next step, c'est quoi ? C'est plutôt de comprendre comment fonctionne un LLM pour justement ensuite aller sur vraiment une notion qui est associée à la priorisation des actions qu'on va faire derrière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le fonctionnement, clairement, Baptiste ? Là, aujourd'hui, voilà un mode de fonctionnement global, général, d'accord, avec nos inputs. Vous voyez là la notion de formation. Plus que formation, en réalité, ce serait plus mise en forme de la data pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Le traitement, modèle de formation, donc le traitement de la data, et ensuite l'output. Donc en réalité, sur la formation, on va avoir un vrai rôle en tant qu'utilisateur de LLM, dans la mesure où c'est nous qui allons choisir quelle data mettre en avant et comment. Et on va avoir un vrai rôle sur la partie adaptation, en réalité. Cette partie adaptation, elle va traduire notre capacité à adresser notre besoin, à le verbaliser et à l'utiliser. Donc en réalité, au niveau des données, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de limites qu'il y a ne serait-ce qu'un an. Il y a un an, on ne pouvait pas mettre d'image en input, par exemple, ni même espérer de représentation, alors qu'aujourd'hui, on peut. Même depuis une image, vous pouvez arriver à obtenir derrière du contenu. Donc le plus important, mine de rien, c'est au même titre que vous avez des assets digitaux, typiquement pour les campagnes Performance Max, maintenant on vous demande d'être assez complet sur l'ensemble des informations, images, vidéos que vous mettez à l'intérieur. La donnée en entrée, elle a une importance primordiale dans finalement ce qui va sortir en sortie. Et on va le voir que si vous ne faites pas ce travail-là d'avoir une réelle notion de qualité et de formatage derrière, automatiquement ça se ressent sur la qualité, sur la qualité qui en découle. En réalité, là, formation, adaptation, on aurait pu mettre en dessous expertise.
Ce sont les 2 étapes qui requièrent le plus d'expertise pour avoir vraiment le résultat qu'on attend. D'accord ? On leur parle concret ? Allez. Parlons concret. Comment est-ce qu'on va savoir quelle brique de notre workflow on remplace par un modèle de langue ? On a un référentiel pour ça. Honnête Online, je ne sais pas si vous connaissez. Honnête Online, c'est en fait une fiche de poste. Vous allez retrouver en fait dans ce logiciel l'équivalent de votre fiche de poste en RH. Sauf que là, il y a à peu près tous les métiers du monde. Et vous allez pouvoir étudier tâche par tâche, la décomposer. Vous allez voir qu'il y a en plus beaucoup de granularité et on peut décomposer encore plus les tâches. Et dès lors, on va pouvoir, face à chaque tâche, on va pouvoir aligner une réponse cohérente. Humaine, mécanique, à voir. Justement, ça va vous permettre de mieux connaître, de mieux vous connaître pour derrière arriver à adapter tout le workflow, tout le process de travail sans le dénaturer en réalité et en y gagnant en pertinence. Donc en réalité, si vous vous posez des questions et que vous ne savez pas par quel bout le prendre, jetez un œil à ce document, Honnête Online. Vous cherchez e-commerçant et vous allez voir la quantité de tâches inhérentes à votre boulot. Dès lors, vous pourrez vous poser des questions de savoir, cette brique, je la garde ou je la confie à une IA. Cette brique, je la garde ou je la confie. Toujours pareil, est-ce que c'est à confier à un junior, est-ce que c'est à confier à un senior ? Et dès lors, vous allez pouvoir comprendre quelle brique vous allez pouvoir introduire. Il y avait un truc intéressant sur cet aspect-là, c'est que moi j'appelle ça un peu la fiche de poste côté RH. C'est tout de suite, sur ce qu'on vous a dit précédemment, c'est au début, on se pose la question quelles sont les tâches qu'on doit automatiser, chronophages qui ne sont pas forcément héroïstes. Ensuite, on se pose la question de comment on peut apporter à un moment donné de la granularité dans les informations qu'on va mettre dans les prompts de côté IA. Et du coup, ça, c'est typiquement le genre de ressource qui va vous permettre d'apporter de la granularité et une précision et une expertise aussi dans la tâche attendue. Donc, utilisez ce type de référentiel, ça va vous faire gagner du temps et surtout, en général, quand on est devant une interface, on manque d'imagination et ça vous évite d'avoir le syndrome de la feuille blanche. Exactement. Et ensuite, les next steps, quand on a finalement ce genre de choses, l'idée, c'est quand même d'aller apporter une vraie expertise et finalement de lui donner un peu notre jeu de données, hein, parce que souvent on discute avec ChatGPT et on se dit putain c'est nul, c'est pas forcément ce que j'ai envie, ce qui ressort, c'est pas ce qui est top, c'est pas ce qui amène finalement le niveau de qualité que je souhaite avoir. Et typiquement, le RAG actuel c'est une approche qui maintenant est logique et c'est un peu le standard finalement chez tous ceux qui bossent un peu dans l'IA et qui font joujou avec des LLM. Typiquement, si on ouvre le capot, Baptiste, toi, comment ça se comporte et comment finalement il faut lui donner des requêtes et du contenu pour avoir quelque chose de qualitatif ? Dans la logique, en réalité, pour faire du vrai RAG, il faut avoir un modèle local. C'est mieux, dans la mesure où on va lui confier de la data. À défaut, il y a plein d'autres solutions qui permettent déjà de travailler sur de la data non sensible, avec des outils comme Po, LangChain, etc. Concrètement, comment ça se passe ? On va mettre à disposition du LLM de la data, votre data. Et dès lors, en fait, que vous allez solliciter l'outil, l'outil va systématiquement se reporter à cette data pour arriver à aligner la réponse attendue, la plus logique, et qui correspond réellement à votre univers, votre marque, vos produits. Donc concrètement, en fait, ça n'est rien d'autre que de pouvoir interroger et mettre en forme votre data. Donc le RAG, aujourd'hui, c'est ce sur quoi on bosse en ce moment beaucoup, chacun de notre côté et un petit peu ensemble, c'est arriver à avoir un modèle qui vous ressemble. Oubliez le fine-tuning, on en a entendu parler au départ, le fine-tuning, en réalité, ça coûte des sommes colossales pour des résultats très moyens, vraiment très moyens, et la plupart du temps très décevants, alors que le RAG, il suffit de poser le jeu de données, de créer du contexte, de créer un vrai prompt, et derrière, on obtient le résultat attendu. Donc le RAG, à mon sens, pour les e-commerçants, c'est une des clés qui va vous permettre d'évoluer sans pervertir votre data. Et surtout en coût d'inférence, on s'y retrouve. Là, l'intérêt, en fait, c'est aussi de se dire,
pour un peu vulgariser les choses, on va juste encapsuler les différentes choses, différents contenus qu'on a et qui sont spécifiques du coup à notre use case ou à nos besoins métiers. Et de là, on va en faire finalement en fait une base de connaissances. Et c'est avec cette base de connaissances qu'on va améliorer le résultat in fine de l'IA. Là où on peut aller plus loin, c'est ensuite se dire comment on aborde ça dans un process d'automatisation pour se dire, dans une next step, finalement, on a un POC et ensuite on industrialise avec l'IT. On vous en parle du coup ici. C'est que moi, c'est un peu mon dada, ça. C'est que la plupart du temps, je mets en place des POC en interne et ensuite, j'industrialise avec l'IT avec des process beaucoup plus costauds, notamment sur du coup, la montée en charge. Avec ce genre d'outils, que je vous ai listé là, hein, donc typiquement Make, Zapier, etc. Ça, c'est un peu la base sur les outils que j'utilise pour automatiser et pour faire appel aux différents modèles de LLM. Ce qu'on peut faire, c'est surtout utiliser des API derrière. Donc derrière, après, ça ouvre le champ des possibles. Si vous avez des besoins en termes finalement de monter en charge et que vous avez besoin d'une solution open source, vous pouvez utiliser ls.io pour héberger N8N par exemple. Ce sera peut-être plus utile de passer par N8N dans ce cas-là qu'une solution comme Make qui peut s'avérer très coûteuse au fur et à mesure. Et dans la suite logique, vous avez POE et Hugging Face qui sont un peu le classique des interfaces à date pour discuter avec des modèles de langage. L'avantage de POE et de Hugging Face, c'est que vous pouvez déjà tester cette première version de base de connaissances que vous allez lui donner pour avoir finalement un bot déjà version 1.0 qui va nous sortir quelque chose de beaucoup plus qualitatif que quand vous discutez avec ChatGPT. L'intérêt là-dedans, en fait, notamment des outils comme Po, par exemple, c'est de pouvoir tester un même process avec différents modèles. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, on en parlera après, tous les modèles ne sont pas bons pour tout. Et donc, ça vaut vraiment la peine de ne serait-ce qu'être réveillé à ça, savoir quelles sont les possibilités avec l'un, avec l'autre, comprendre pourquoi, comment. Et derrière, vous verrez qu'on peut débrider beaucoup de choses. Il y a un truc intéressant aussi, c'est au niveau des LLM qu'on peut faire tourner en local. Moi, il y a un vrai sujet de gouvernance de la donnée chez Orchestra. Et du coup, on a tout de suite mis en place un serveur en local pour faire tourner Ollama. On peut faire tourner aussi LM Studio. Moi, je vous invite à tester les deux. Ensuite, tout dépend des capacités que vous avez sur vos machines. En tout cas, si vous avez une machine qui est pas forcément une foudre de guerre, vous pouvez déjà faire tourner Ollama et faire tourner des petits modèles dessus. Ça vous permet déjà d'avoir un premier brouillon ou un premier draft de ce que pourrait être finalement un agent personnalisé dopé à l'IA et spécifiquement pour votre business. Dans la suite logique, si vous voulez aller un peu plus loin et mettre en place une interface et peut-être même faire du back avec, vous avez WeWeb et Xano qui sont typiquement des outils no-code où vous pouvez très rapidement mettre en place une interface et faire des appels API. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, hein, clairement, c'est aussi simple que d'utiliser un builder sur WordPress par exemple. Et on peut arriver à faire beaucoup de choses. Je connais des gens qui font des SaaS avec ce genre d'outils et qui ont plusieurs milliers d'utilisateurs. Parlons maintenant du sujet que tu aimes bien. Bienvenue dans mon univers. Quelle IA pour quel besoin ? C'est exactement ce que je vous disais. Chaque modèle a ses limites. Tous les modèles ne sont pas à utiliser les yeux fermés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je m'en sers. J'ai GPT-4 ou ChatGPT qui est ouvert toute la journée. Et lui, il me sert pour traiter de la donnée. Traiter de la donnée, ça veut dire quoi ? Un texte, c'est de la donnée. Un texte résumé, d'ailleurs, ça c'est un petit tip que je vous donne. Dites-vous bien une chose, un texte résumé, c'est plus un texte, c'est de la data. Mettez-vous ça en tête, ça a vraiment son importance. Derrière, pour tout ce qui est la rédaction vraiment finale et ce qui va être en front et posé sur les sites, j'utilise Claude 3 avec le modèle Opus. C'est aujourd'hui le modèle le plus énervé en termes de qualité de rédaction. Parfois un petit peu capricieux au niveau des consignes SEO, mais une fois qu'on a compris comment lui parler, en mettant des grands coups de pied, on arrive à obtenir de vrais résultats et à obtenir de vrais bons textes. Derrière, pour faire du travail en local, comme le disait Abdel, il y a plein de solutions. J'aime beaucoup le modèle Mistral 8x7 qui est plutôt léger. Il n'y a pas besoin d'une grosse bécane pour le faire tourner. Et en mettant des surcouches de prompt, derrière, on arrive à avoir un vrai modèle qui nous appartient et qui marche à notre façon.
Si vous travaillez sur du géolocalisé, Gemini, c'est Google. Et c'est mieux que Google, parce que l'outil, je ne peux pas vous le prouver là, mais j'ai fait plein de tests et je sais que c'est vrai, il n'a pas accès à l'index de Google, il a accès au graphe de Google. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça suppose, mais ça veut dire qu'un lien nofollow, lui, il sait ce que c'est. Une page en no-index, il l'a même visité. Donc en fait, il y a de la data dans Gemini qui vaut de l'or, vraiment. Donc si vous travaillez sur du local, par exemple, confiez-lui toutes les notions de proximité par rapport au texte que vous êtes en train d'écrire. Vous allez voir, la data sera bien meilleure. Et ensuite, petit truc, c'est que là, typiquement, maintenant, on peut commencer à s'amuser à coder, à tester des choses, même si on n'est pas vraiment tech de base. Et aujourd'hui, je recommande CodeStral de Mistral et GPT-4o, qui sont très très forts pour corriger du code, voire même pour le rationaliser. Des fois, il va vous faire sauter des lignes, vous les condensez et vous donnez une syntaxe beaucoup plus claire et beaucoup plus efficiente. Donc très intéressant, même pour les non-techniques. Et Llama 3, pareil, open source, on peut le faire tourner en local, il est très 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 rapide. Donc en fait, selon le type de calcul ou d'action qu'on a à lui confier, ça peut être une très très bonne option aussi. Sur Llama 3, il y a un truc intéressant, c'est que ça nécessite en fait très peu de ressources. Donc ça, c'est plutôt top. Il y a un peu une notion en ce moment, il y a une mode du downsizing sur l'aspect LLM et on se retrouve des fois avec des très petits modèles, très spécialisés. Sur l'aspect par exemple traduction, on en parlera. On ne l'a pas cité ici, mais il y a typiquement Tower qui fonctionne plutôt bien. Nous, on a préféré une autre approche. Et je voulais juste compléter ce qu'a dit Baptiste sur un point intéressant. C'est que typiquement Gemini, avec Baptiste, nous on a fait des tests sur les profils de liens qu'on avait sur nos sites. Et on se rend compte qu'il nous sort pas mal de tips. Et du coup, on peut très facilement aussi un peu analyser ce que fait la concurrence vis-à-vis de ça. Et en fait, essayer de demander à Google comment Google estime et a une vision sur ces liens. Et de là, on découle une notion de réelle finalement autorité ou popularité. Et là, du coup, ça vous permet d'avoir un vrai bench aux yeux de Google. D'accord ? Ça peut être une première étape dans votre stratégie de netlinking. Ce que tu dis me fait penser à un truc très intéressant. Est-ce que vous savez comment est-ce que les LLM vous perçoivent votre marque, perçoivent votre site? Est-ce que vous avez fait des tests à ce niveau-là? Bah, faut lui demander. Ils dorment tous. Non, en réalité, est-ce que vous connaissez le terme ontologie? Ok. Une ontologie, en fait, c'est un terme, c'est une approche philosophique qui a à voir avec l'être. Un tips à tous, testez-le dans n'importe quel LLM. Crée-moi la liste d'ontologies relatives à ma marque. Et là, vous allez voir comment vous serez perçu par les LLM. Là, ça donne des pistes parfois pour travailler un peu plus en profondeur. Très utile pour le AT. Allez, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Donc là, les exemples qu'on va vous montrer, c'est des GPTs. Ça vous parle tous, les GPTs? Dans l'interface GPT Pro, payant, GPT+, on peut se créer des outils. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est ma marotte maintenant. Je me crée un tas d'outils, de petits outils, pour voir la limite du système. Là, en l'occurrence, je me suis intéressé à un outil d'écriture de fiches produits. Alors, je me permets juste de couper, Baptiste. Pas la peine de prendre des photos. On vous fait un petit QR code à la fin de la presse pour justement récupérer tous les GPTs et du coup, la presse en entier. Voilà. Là, en l'occurrence, sur celui-là, on n'a pas de vidéo sur celui-là, on vous montrera dans la foulée. En revanche, c'est pour vous expliquer le principe. Simplement, de la donnée, d'accord, des contraintes pour avoir un contenu adapté à ce que j'attends, à ma marque, à ma façon de m'exprimer auprès de mes clients. Ce genre d'outil peut permettre de retravailler l'existant justement en ajoutant une surcouche de contraintes, SEO, marketing, ce dont vous avez besoin. Et la personnalisation est très simple en réalité. Il y a moyen d'aller très très loin, même si ce sont des outils un peu limités, les GPTs. Ça permet de faire de vrais POC, de vrais proof of concept qui permettent derrière de développer de vrais outils. Donc un cas concret, c'est que là, vous avez un abonnement à 20 € typiquement sur OpenAI, où vous pouvez déjà commencer à faire vos propres GPTs. Et ce qui est intéressant, c'est juste de désactiver l'option pour éviter que justement OpenAI s'entraîne avec vos données. Hein. Et le deuxième sujet intéressant, c'est que si vous faites de la marketplace, par exemple, c'est typiquement le genre d'outil qui va vous permettre d'éviter du duplicate content sur vos fiches produits et faire de la réécriture en masse. Parce que ça, c'est un vrai sujet.
C'est très simple même à contraindre en termes de format. C'est-à-dire qu'une marketplace a un format différent, une présentation différente, un template différent. C'est très facile à adapter via ce Ouais, c'est type le cas d'outil. d'Amazon, par exemple. Voilà. Créer des comparateurs. Donc, une chose, entre vous et les LLM, le facteur le plus limitant, c'est votre manque d'imagination à tous. D'accord ? Ces outils ont des capacités, ont une rapidité de travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Typiquement, là, je vous ai montré un exemple de comparateur. Un comparateur, quand on est e-commerçant, c'est très utile. Ça se lance ? Ça se lance pas la vidéo ? Ah, ça. Faire lancer la vidéo. C'est pas Vous avez parti. une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on avait déjà présenté au Business Camp pour ceux qui étaient là, où en gros c'est le fonctionnement du coup du comparateur. Alors juste tester 2 petites secondes, je reviens avant. Ah pardon. C'est pété, chef. Si vous pouvez lancer la vidéo, ce serait cool. Ça passe pas. Bon, je vais vous raconter la explique, vidéo. explique en tout cas le Je fonctionnement. vais vous je pense. raconter la vidéo. Concrètement, l'outil embarque mes contraintes, mes consignes, tout ce que j'attends. Qu'est-ce que je fais ? J'attrape des URL de produits, des URL de produits existants. Je lui donne les URL, l'outil prend connaissance du contenu et va lui-même créer le comparatif. Il va lui-même comparer les produits entre eux. Il va lui-même être capable de définir quels sont les champs communs, quelles sont les différences, comment est-ce qu'on met ça en forme et comment est-ce qu'on le présente. Donc c'est dommage, on n'a pas le déroulé de la vidéo, mais concrètement, vous mettez vos URL, vous appuyez, il réfléchit, 1 minute 30 après maximum, vous avez votre contenu. Et vous avez un vrai comparatif qui tient compte de toute la data que vous avez mis à l'intérieur. Donc plus les fiches produits ou plus les URL que vous aurez données seront fournies, et meilleur sera le rendu. Alors, c'est bien joli de produire du contenu, mais En fait, il faut qu'il soit qualitatif et il faut que ça rank. est-ce que ça rank ? C'est ça la question. Oui, ça rank. Suite donc à l'event Business Dex, Camp. Business Camp, cherchez le mot. J'avais montré comment créer des comparatifs très rapidement et je m'étais amusé sur un cas concret, à savoir Monsieur Barbecue. Je lui avais montré qu'il y avait moyen de comparer très rapidement des produits et de prendre des places sur la SERP. Là, je me suis amusé à le mettre en place sur un de mes sites de cuisine qui est vraiment pas fou. Et on voit que directement, la page s'est positionnée sur la requête très très bien, en très peu de temps. Et on voit que directement, on commence à avoir du ranking et des clics. Ça m'a pris 1 minute 30. J'ai passé plus de temps à l'intégrer, à mettre les photos, qu'à produire le contenu en réalité. Et quand on voit comment il rank, c'est qu'il comporte toutes les briques, aussi bien SEO qu'attendu par l'internaute, pour répondre à l'intention. Donc, il rank. Ce qui est top, c'est que en fait, avec un GPTs et un WordPress, on est arrivé finalement à ce genre de comparatif. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire sur n'importe quel CMS. L'intérêt, c'est vraiment pour vous de vous dire, voilà, on vous ouvre les chakras, on vous amène une solution qui clairement rank, ce qui était pas le cas où il y a eu des yo-yo, il y a eu plein de cas de dire l'IA fonctionne pas ou ça fonctionne mal, etc. C'est en fait toujours la même histoire, c'est la donnée en entrée et ce qu'on en fait, et c'est aussi les capacités du GPTs à se connecter sur Internet. Et en fait, c'est bête, mais ça dépend du pilote. Vous donnez une Porsche à un jeune conducteur, mais il y a de grandes chances qu'il se foute dans le fossé. Vous donnez la même Porsche à Rivatanen, et je pense que vous faites pipi dessus en montant en passager. Sauf que la voiture, elle arrivera intacte. Donc en fait, c'est la même chose. L'expertise va changer le résultat. Un autre cas de figure. Générateur de newsletter, très très simple, très basique. En réalité, vous, en tant qu'e-commerçant, vous devez rester au contact de votre clientèle. C'est laborieux, c'est pénible, ça prend du temps, ça mobilise des ressources. Là, en quelques clics, vous pouvez obtenir plusieurs versions d'une même newsletter avec des tons différents, avec une approche différente, avec des produits différents. Et donc, ça va vous permettre d'A/B tester. L'intérêt, c'est ce que je voulais juste compléter, Baptiste, c'est l'aspect aussi itération assez rapide. On va essayer de voir si ça fonctionne du coup. Je Ça ne veut teste. pas. Ça Attends, veut je pas. reviens. Bon, on a
Ça va pas. On a le rendu derrière, en fait. Voilà, en fait, 2 itérations d'une même newsletter avec des produits qui sont intégrés directement dedans. Vous voyez, on a les liens qui apparaissent directement en dessous. En revanche, on a un ton, une approche différente. Ça s'adresse à un persona différent. Mais ça permet, en quelques clics et quelques minutes, de suite d'avoir de la matière pour A/B tester. Et l'A/B testing, on sait très bien que c'est la qualification de l'audience. Donc, c'est vital. Ce qui est intéressant pour nous, là, c'est que si vous êtes comme moi, vous avez quand même beaucoup de segments d'audience et que vous voulez un peu alléger le travail qui est fait par votre service marketing et que vous voulez en même temps tester des choses assez rapidement, vous pouvez à la fois injecter les notions de contract marketing qui sont liées au ton, à plusieurs aspects finalement de votre marque ou tout simplement à tout l'aspect brand et les attributs qui en découlent. Là, vous l'injectez directement dans votre prompt. Vous pouvez mettre les URL directement des produits concernés et en 2 clics, vous avez une première version de votre newsletter. Ce qu'on ne vous a pas montré là, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le faire sur la vidéo, c'est visible, et vous le verrez du coup sur la présentation, c'est qu'on a intégré une notion de type de ton en first step, qui sont, est-ce qu'on veut une newsletter plutôt enthousiaste, est-ce qu'on est sur quelque chose de très persuasif, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir calibrer, vous, en fonction du business model que vous avez, et aussi de la marque. Et ensuite, vous pouvez directement mettre vos produits, et ça fait le job. Autre cas de figure, donc avec Baptiste, nous on aime bien bosser aussi sur la trad. Ça typiquement c'est une extension Chrome que j'ai fait pour mes équipes. Donc le besoin c'était quoi? C'était simple. Abdel, on a besoin de traduire toutes les fiches produits sur telle et telle langue. Donc là en l'occurrence c'était l'espagnol, le grec. En plus ils m'ont pas facilité la tâche hein, parce que le grec on en voit pas souvent. Du néerlandais, de l'allemand, de l'anglais, etc. Et du coup la question qui se posait c'était comment on fait ça très rapidement? Comment on fait ça avec un niveau de qualité qui est très proche de ce qu'on va pouvoir attendre finalement d'un traducteur natif, et comment on fait ça avec une notion d'itération très rapide. Donc j'ai mis en place d'abord une extension Chrome que j'ai codée avec ChatGPT, hein, parce que moi je ne suis pas du tout développeur. Ensuite, j'appelle l'API d'OpenAI, j'injecte un glossaire, donc je pourrais vous envoyer l'extension Chrome si vous voulez. J'injecte un glossaire avec finalement par langue et par spécificité aussi de langue. Typiquement, en Espagne, on utilise beaucoup l'impératif, on utilise beaucoup du pluriel plutôt que du singulier. Pantalon devient pantalones, mais pourtant on parle de pantalon. Et typiquement, c'est le genre de choses qui, une fois qu'on a itéré avec finalement les parties prenantes aussi sur place, on arrive avec un niveau de granularité important. Nous, on a testé tout avant de finalement se résoudre à faire de l'IA. On a testé DeepL, on a testé Wiglot, on a testé Amazon à l'époque, on a testé Google Translate encore à l'époque, donc on en revient. Et là, vraiment, avec ce niveau-là, bon, après, il y a une autre mécanique qu'on ne vous montre pas forcément, mais qui est Your Text Guru, l'optimisation SEO qu'on peut en faire avec les API derrière. Mais déjà, voilà, juste avec ce niveau-là, vous pouvez déjà avoir un niveau de granularité et de traduction qui est quand même qui fait le job. C'est une extension qui est juste embarquée dans Google Chrome, et du coup, vous pouvez utiliser pour n'importe quel CMS. Ça veut dire si vous avez un blog qui est sur WordPress en sous-domaine ou dans un répertoire de votre PrestaShop, ou vous pouvez l'utiliser directement sur PrestaShop, dans les 2 cas, ça fait le job. L'avantage, c'est que c'est itératif au fil du temps. En fait, on peut implémenter des nuances au fur et à mesure. Les équipes qui travaillent peuvent nuancer le travail au fur et à mesure. Et c'est toute la chaîne de travail derrière qui en profite. Donc ça, c'est génial. Et vous pouvez injecter un type de prompt aussi par catégorie de produits si vous souhaitez ajouter encore plus de granularité. Allez, on passe à mon dada, c'est l'acquisition et l'IA en acquisition. Alors, un exemple concret dans la continuité de ce qu'on fait, et pour vous ouvrir les chakras, c'est 250 fiches du Store Locator qu'on a fait avec Google Sheet, avec un extract CSV de notre Store Locator. Et l'idée, en fait, c'était de se dire, et on a travaillé avec Baptiste sur ce point-là, comment on amène un niveau de granularité le plus fin possible pour justement faire en sorte que nos fiches sur notre store lock rankent sur des requêtes comme magasin bébé, magasin vêtements pour enfants, magasin de puériculture, etc. Et comment on fait en sorte aussi, à un moment donné,
de faire ça sur 250 magasins en France. Donc nous, moi je gère 380 magasins dans le monde, dans 40 pays, et 250 en France. Vous vous doutez bien que mes équipes, elles n'ont pas forcément le temps sur le Store Locator d'écrire toutes ces fiches-là. À l'époque, on avait le texte à trous, on a eu tout un tas d'outils possibles et inimaginables pour faire des variantes de ce genre de page. Maintenant, avec l'IA, clairement, on gagne en qualité. Et typiquement, on est allé, pour vous donner un exemple dans la granularité, on est allé sur l'ajout du centre commercial le plus proche, écrire au format texte la notion d'itinéraire entre la ville la plus proche et le magasin. Tout ce genre de choses, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire avec vos équipes de rédac, ça va vous faire perdre du temps. Par contre, quand Google il passe sur ce genre de contenu, il va apprécier parce qu'on apporte de la sémantique très précise. Comme il l'a dit Baptiste, en fait, Gemini, il connaît mieux vos magasins, il connaît mieux votre site internet, il connaît mieux vos données en local que vous. Donc autant l'utiliser aussi pour ce genre de choses. Exactement. Et souvenez-vous une chose, c'est que Google est en train de mettre de l'IA partout. Et Gemini, vous l'avez déjà dans la poche sans le savoir. Donc, faites en sorte de le nourrir comme il faut. Vous verrez, vous êtes en train d'investir sur le futur. Dans la même logique, qui utilise Google Performance Max en type de campagne? Levez la main. Ok, donc ça va vous parler. Vous avez tous, à un moment donné, besoin du coup de challenger vos composants. Vous dire, voilà, j'ai des accroches, elles sont plus ou moins qualitatives. Moi, je vous ai pris le cas. Ici, c'était sur une campagne Orchestra Suisse. C'était sur la partie suisse alémanique. Bon, vous doutez bien que c'est un peu compliqué pour moi de savoir si en fait le composant ou si l'accroche textuelle est bonne. J'avais pas l'agence à ce moment-là qui était disponible pour me répondre sur ce sujet. Moi, j'ai déjà du mal à parler l'arabe et le français comme il faut, alors que vous doutez bien que le suisse alémanique, c'était compliqué. Donc j'ai demandé tout simplement à GPT comment on fait pour améliorer ça. Ben, c'est simple, j'ai fait un extract de l'ensemble de mes accroches. Dans Google Sheet, vous pouvez appeler l'API d'OpenAI ou vous pouvez appeler l'API de Claude maintenant via une extension qui s'appelle GPT in Google Sheet. Il y en a plein maintenant qui en ressortent. Vous mettez votre clé API, vous mettez votre jeu de données juste en face et là, vous allez pouvoir itérer et faire en sorte d'améliorer votre acquisition payante. Ça, c'est un cas concret. C'est à notre niveau, maintenant, c'est du classique, mais quand j'en parle à beaucoup d'e-commerçants, c'est un truc qui maintenant commence à prendre de l'ampleur. Moi, je vous invite vraiment à itérer pour faire en sorte que vos accroches soient tout le temps bonnes. Et vous pouvez ça aussi pour faire des extracts des mots-clés qui sont typiquement diffusés dans les PMax. Vous avez des petits scripts qui vous permettent d'extraire les mots-clés qui sont diffusés sur vos campagnes de PMax. Derrière, vous pouvez les clusteriser. Là, c'est un travail qu'on fait avec Baptiste pour justement se dire, OK, Google Performance Max a diffusé du coup notre URL sur telle typologie de mots-clés. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt ou une opportunité SEO derrière? Est-ce que ça a été travaillé en SEO dans ce sens-là? Ouais, effectivement. Exactement. On continue parce que le temps file et je me fais timekeeper. Un autre cas concret d'utilisation. Donc moi j'ai Acceptio comme CMP. À l'époque j'avais un peu benché, il y avait Didomi, il y avait OneTrust, tout un tas d'acteurs. L'idée c'était quoi? C'était de se dire comment je fais. Je suis parti du postulat simple. J'ai un taux de consentement qui n'est pas ouf. 56%, on le met en place. Hécatombe, on a presque la moitié de notre trafic qui ne consent pas aux cookies. Forcément, en acquisition, on est impacté. Comment on fait pour itérer ça? Le marketing me dit, on ne va pas changer la CMP, elle est très bien, etc. Du coup, on a travaillé sur le wording et on s'est dit, on va pouvoir itérer sur le wording. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé encore OpenAI sur le sujet. Et on s'est dit, on va itérer toutes les semaines. On va lui apporter le jeu de données, on va lui apporter le nombre de consentements, on va lui demander, au vu du persona qu'on a en face, quels sont les différents tons qu'on pourrait utiliser jusqu'à arriver à un niveau de consentement qui nous semble le plus correct possible et surtout où là on va devenir à un moment donné, on ne pourra pas faire mieux. Là typiquement 78%, ça fait bientôt maintenant 6 mois que je suis sur ce taux-là, j'ai gagné 20 points. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait il ne faut pas rester avec un postulat de départ, qu'on a un taux de consentement qui n'est pas ouf. On peut faire mieux, et notamment avec une notion d'itération importante. Le truc qui est intéressant, en fait, avec cette rapidité de traiter de la data et de la mettre en forme, en réalité, c'est de dépasser l'intuition. Oubliez les intuitions. Vous pouvez sentir quelque chose, mais non, ne le faites pas. La data est là pour vous driver sur plein de choses. Donc, basez-vous sur de la data, itérez, utilisez-la. Et donc, c'est ce que permettent notamment ces outils-là, c'est un passage à l'action raisonné et pas juste intuitif.
Dans le même contexte, qui utilise Hotjar dans la salle? Ok, Clarity. Ça vous parle, Clarity? Un peu plus bon, ok. Donc Clarity, c'est un outil qui nous permet de faire des session records, donc des enregistrements de sessions de la navigation de l'internaute sur notre site internet. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on puisse ensuite faire des analyses et se dire, bon, le checkout, ça va pas, telle page est pas forcément optimisée, j'ai une telle problématique à tel ou tel endroit, j'ai une friction qui est exprimée à tel ou tel endroit, et du coup, tout ça impacte ma conversion. Et qu'est-ce que je peux faire? Le problème, c'est que sur le papier, c'est super comme outil, hein. Tout le monde vous vend ça comme étant le Saint Graal, etc. Mais moi, concrètement, j'ai 24 heures comme vous. Je n'ai pas le temps de me palucher toutes les session records et de voir le nombre de gens qui sont sur mon site, au vu du trafic en plus que j'ai. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, on va utiliser la petite feature maintenant qui est connectée directement à Clarity. C'est Copilot. Derrière, c'est OpenAI. Donc sur Copilot, quand vous connectez en fait votre du coup, propriété Google Analytics, c'est qu'en plus de ça, vous activez l'option qui est liée à Copilot, ça va vous permettre en fait de prompter en fait d'appeler directement l'IA pour lui poser des questions sur justement ces comportements de session qu'on a sur notre site internet. Pourquoi j'ai eu tel taux de rebond? Qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit? Selon toi, entre telle et telle période, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est l'interaction avec la data. Il n'a jamais été aussi simple de pouvoir questionner votre data. Là, en l'occurrence, on est sur un comportement utilisateur sur une page, les points de friction, etc. Mais quelle que soit la data, on peut l'interroger, on peut interagir et on a de vraies réponses derrière. Donc, on peut capitaliser dessus. Sur le type de prompt, amusez-vous vraiment à mettre par exemple les URL des pages concernées, la temporalité, etc. Et vous allez être surpris de certaines choses, mais en tout cas, vous allez gagner énormément de temps sur l'analyse des sessions parce que c'est des choses qui en général prennent énormément de temps. Petit cas assez intéressant. Qui c'est qui connaît Screaming Frog dans la salle? Ok. Qui a la dernière version de Screaming Frog? Ok. Donc sur la dernière version de Screaming Frog, vous pouvez injecter du JavaScript. Donc Screaming Frog, c'est un outil qui nous permet de crawler et d'explorer notre site internet. L'idée, c'est que initialement, c'est un outil qui est très axé SEO parce que ça va nous permettre de débloquer toutes les problématiques, de détecter notamment les pages qui sont en 404, tous les liens qui ramènent vers une redirection, typiquement le type de contenu, les titles, etc. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin avec ce type d'outil. On peut du coup mettre notre clé API d'OpenAI. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet tout simplement, en même temps, là où initialement on avait dans une situation qui était de l'audit classique et finalement des recommandations qui émanent d'une agence SEO, d'un consultant ou de quelqu'un qui est in-house, on a la next step qui est, on peut appeler l'API d'OpenAI, on peut mettre un prompt spécifique pour lui dire, en même temps que tu crawls, bah, tu vas me réécrire le fil d'Ariane ou tu vas améliorer le maillage interne. On passe du mode de lecture en fait au mode action. C'est-à-dire qu'on peut directement passer à l'action directement dans le tableau, dans la donnée. Et ça, c'est juste fou parce que derrière, il n'y a plus qu'à repousser tout ça en base de données. Ouais, moi, je vous invite vraiment à tester cette fonctionnalité, à pousser très loin la R&D sur le sujet parce que ça va amener demain des déblocages de situations et surtout de la mise en prod de Quick Win assez facile parce que l'avantage de Screaming Frog, c'est que vous pouvez extraire du coup en CSV le crawl de sortie avec du coup les API qui ont été faits à OpenAI et du coup c'est de la donnée clean. Vous allez pouvoir réinjecter derrière dans votre CMS par exemple. Et là, bah, du coup, vous n'avez pas juste une situation d'audit avec potentiellement X choses à faire, mais vous avez aussi la résultante qui a déjà été faite par l'IA. Le correctif est appliqué de suite. Voilà. Un autre exemple que j'ai, je pourrais vous le partager, c'est on a automatisé avec Baptiste la réponse aux avis sur nos profils Google My Business, enfin Google Business Profile maintenant. Donc sur les avis Google Business Profile, sur nos fiches établissements, nous on en a 250. Mes responsables magasin, ils n'ont pas le temps de répondre aux avis où il n'y a pas de verbatim. La personne est passe en magasin, elle laisse 1 étoile sur 5, 2 étoiles, 4 étoiles, etc. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place des modèles sur Google Sheet, que derrière, sur lequel on itère. Et du coup, on les appelle par itération. Ça nous permet de répondre dans les 24 heures à des avis sans verbatim et en même temps de gagner du temps.
Dernier cas, pour vous montrer assez rapidement, j'ai fait la même chose pour la partie service client. Donc en gros, je remonte les verbatim qui sont issus de notre outil Wizville, qui est un outil qu'on utilise pour les avis produits, pour le store excellence, pour toute l'expérience qu'il y a post-achat en magasin ou sur le site web. Là maintenant, avec ça, on arrive à finalement segmenter et à clusteriser les problématiques qu'on a, et ça nous permet clairement de gagner du temps dans l'analyse des verbatim. Et pour finir, je reviens juste sur ce point-là. Ça nous permet surtout, moi, à mon réseau, d'avoir en fait des quick wins que je vais pouvoir détecter très rapidement dans la semaine et dire voilà, il y a telle problématique, la raison de la note, c'est le choix du produit, c'est les services additionnels, c'est telle amélioration qui est suggérée, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont au début assez complexes et qui sont chronophages. Là, avec un extract CSV, avec un GPTs qui fait le job, j'ai fait gagner plus de 200 heures aux équipes par mois. D'accord ? Et pour finir, souvenez-vous d'une chose. Alors déjà, allez-y, régalez-vous, faites vos photos. N'hésitez pas, c'est mon formulaire de contact, laissez-moi un message, je vous enverrai tout. Au-delà de ça, il y a un truc sur lequel je tiens à insister vraiment, c'est encore une fois, ne partez pas bille en tête et n'adoptez pas l'IA par principe, d'accord ? Posez-vous des questions, restez rationnel, restez vraiment rationnel et surtout faites en sorte que ça vous ressemble, d'accord ? C'est pas parce qu'on a un résultat rapide et très peu cher qu'on doit l'exploiter en l'état. Restez rationnel et ayez la main sur ce que vous produisez. Voilà. j'espère qu'on vous a ouvert les chakras. Je vous remercie et passez une excellente fin de journée. Bonne fin de journée.